Bonsoir à tous. Ce soir, on reçoit Florian Chauche. Alors, Florian Chauche, c'est un ancien député du territoire de Belfort, donc la 2e circonscription. Et donc, ce soir, on le reçoit pour parler un petit peu de comment ça se passe sur sa circo, de son mandat, revenir un petit peu sur le travail parlementaire qu'il a fait auparavant, et de l'activité de l'insoumission sur place. Salut Bonsoir. Florian. Bonsoir Magali, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Tout d'abord, je te souhaite une bonne année et je te présente mes meilleurs vœux ainsi qu'à tous les, je ne sais pas si on peut dire téléspectateurs, youtubeurs, twitchers, enfin tous les gens qui nous regardent ce soir. Voilà. Tous les gens connectés. C'est vrai, tu as raison. Meilleurs vœux aussi, j'ai oublié de te le dire d'ailleurs. Et puis, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Ouais, non, aussi auditeurs, ça marche. Du coup, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission. En fait, les émissions On est là, on a commencé à les lancer pour montrer un petit peu tous nos députés qui vont bientôt repartir au Parlement. Hein. Donc, on a reçu Charlotte Leduc, qui était de Lorraine. Salut D-Train, salut Didier. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, Florian, je ne sais pas si je t'ai expliqué, mais sur le côté du stream, tu peux cliquer et tu as le chat. Et donc, si tu as envie de voir en parallèle, tu pourras voir. Et du coup, on a reçu récemment Michel Larive, hier Rachel Keke, et ce soir, on reçoit Florian Chauche. Donc, on est très content de t'avoir sur la chaîne. Eh ben, merci pour l'invitation, c'est très gentil de votre part. Ah ben, c'est avec grand plaisir, surtout qu'en plus, tu es un député qui était à côté de chez nous. Donc, moi, je suis de la circonscription 6 des Français de l'étranger, et Florian Chauche était juste à côté. Donc, du coup, c'était un vrai plaisir de pouvoir te recevoir. Quand on avait des réunions militantes, ben Florian Chauche, il est présent parce qu'il est super actif sur sa circonscription et quand on a besoin d'aide sur les circos d'à côté, il est là. Ben, merci, oui. Salut le roi citron, salut l'heure des villes. Voilà. Donc en fait, on va peut-être commencer par peut-être expliquer un petit peu la situation sur ta circo, parler un petit peu de comment tu es devenu député. Oui. Et après, venir jusqu'à la situation actuelle. D'accord. Parce que en fait, ta circo, c'est la première fois que LFI gagne. Oui. Ta circo, ouais. Alors, et donc, raconte-nous comment tu as fait. Alors en fait, la circo où j'ai été élu, c'était une circo qui auparavant était à gauche, il y a plus de 20 ans. C'était la circo de Jean-Pierre Chevènement, qui est tombé aux mains de l'UDI pendant 20 ans après. Et donc, j'avais réussi en 2022 à la faire rebasculer à gauche. Donc, on a eu un gros travail militant lors de cette campagne. Et on a eu aussi un petit alignement des planètes. Ouais. Pour tout avouer, c'est vrai que en janvier 2022, je crois, c'était à ce moment-là qu'on désignait les chefs de file pour les élections législatives. Et je ne pensais pas du tout que quelques mois après, 6 mois après, j'allais être élu député. Donc, ce fut une grosse surprise. Alors, ça s'est joué sur le fait, déjà qu'à l'époque, quand je m'étais présenté comme chef de file, la NUPES n'existait pas. Et donc, voilà. Donc, l'alliance n'était pas encore faite. Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va aller au combat, on va aller porter bien haut le drapeau de l'insoumission. Mais, alors toujours en espérant une victoire, mais c'est vrai que c'était un peu hypothétique. Et la création de la NUPES a fait que les chances ont augmenté en se disant, en fait, on n'aura pas de candidat de gauche en face de nous. Et après, moi, en local, j'ai bénéficié aussi d'une division de la droite, parce que l'ancien député, le député sortant, repartait pour un 5e mandat, donc député UDI, et qui devait être normalement soutenu par les Républicains. Donc, il a été soutenu par les Républicains, mais il a eu une dissidence LR en face de lui. Donc, ça augmentait encore la division des voix de droite, ça augmentait encore ma chance, entre guillemets, de pouvoir passer. Et j'ai eu aussi une candidate Rassemblement National en face de moi, vraiment très mauvaise, qui avait buzzé à l'époque sur les réseaux sociaux parce que elle avait été incapable de répondre
à une question lors du débat télévisé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça avait pas mal buzzé. Mais ça ne l'a pas empêché d'être qualifié contre moi. Au deuxième. Voilà. Et, et j'avais quand même 1500 voix d'avance au premier tour. Et, waouh! Ouais. Pas mal. Et malgré le débat, elle a réussi à réduire l'écart à 500 voix. Donc, c'est passé à l'époque à pas grand-chose. Non, mais les gens, ils regardent pas les débats, c'est pas possible. Elle avait refusé le deuxième débat télé entre les deux tours. Elle avait accepté seulement un débat radio où là, c'est pareil, ça valait des points. Mais bon, apparemment, voilà, l'électorat RN se contrefiche de leur candidat. Ce qui est important, c'est l'étiquette, quoi. Et donc j'ai été élu. Et à ma grande surprise et surtout à la grande satisfaction de tous les militants qui s'étaient donnés à fond en 2022. Et on était vraiment content de regagner cette circonscription, qu'elle retombe à gauche, et de pouvoir envoyer un député et les filles en plus à l'Assemblée. Donc c'était une super bonne nouvelle. On était vraiment tous, voilà, j'ai vu des camarades avec la larme à l'œil, donc. Ouais, un super moment. Et après, élu le dimanche, prise de fonction à l'Assemblée avec la journée de rentrée parlementaire le mardi, je crois, de mémoire, donc 2 jours après. Ouais. Donc c'est bien pour s'organiser comme ça. Ouais, c'est très 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 rapide. Et le lundi, j'étais au travail. Donc moi, à la base, je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Donc, je suis allé dans ma collectivité travailler et demander ma mise en disponibilité d'office. Et le lendemain, je suis parti à Paris. Et c'est là où j'ai rencontré tous nos camarades députés qu'on voyait les 17 qu'on voyait lors de la législature précédente. J'en avais rencontré quand même quelques-uns suite à différents meetings. Et c'est vrai que c'était très impressionnant au début, très très impressionnant, et il y a aussi un gros sentiment d'illégitimité. Ah ouais, il n'y a pas que toi, hein. On a reçu aussi Charlotte Leduc qui a parlé aussi de ce sentiment d'illégitimité. Oui, mais en fait, moi je viens de la société civile, j'ai pas fait Sciences Po. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de grandes écoles de commerce, j'ai un niveau BTS. Et donc, c'est vrai que passer de fonctionnaire territorial et rentrer dans cette institution qu'est l'Assemblée nationale avec tout ce qui va avec, je veux dire, ne serait-ce que le lieu qu'on y va, c'est un bâtiment impressionnant, c'est magnifique. C'est vrai. Voilà, de se dire, ça va être mon lieu de travail pour les prochains mois, les prochaines années, quoi. Et du coup, cette rentrée, tu as dit, c'était 75 députés, je crois, qui ont été élus en 2022. Et ça s'est passé comment, en fait? Parce que du coup, ça devait être pas mal de personnes. Vous avez fait une soirée ou comment vous avez pu vous rencontrer? Alors, en fait, je me rappelle, donc, cette première journée, on s'était tous réunis devant la place qui se trouve devant l'Assemblée nationale. Et on avait attendu que Mathilde Panot arrive. Et on était rentrés tous en groupe dans la cour d'honneur de l'Assemblée. Et on avait fait une belle photo sur les marches de l'Assemblée nationale. Et après, chacun allait faire son parcours pour récupérer son ordinateur, récupérer sa carte de député, faire les photos officielles et tout ça. Et ensuite, on avait eu une réunion de tout le groupe en présence de Jean-Luc. Et justement, il avait parlé de ne pas avoir ce sentiment, comment dire, d'illégitimité parce qu'on avait été élu par le peuple et qu'on représentait le peuple maintenant. Mais ce sentiment m'a poursuivi quand même pendant quelques mois. Hein. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y a pas mal de néo-députés qui ont dû ressentir un petit peu la même chose que moi. Ouais, mais je pense que quand tu vois ce qu'il y a en face, tu peux pas te sentir illégitime après. Enfin, quand tu vois le RN, pourquoi ils se battent, tu dis en fait, t'es à ta place. Ouais, tout à fait. Mais tu te dis, voilà, les gens ont voté pour moi, il va falloir que j'assure, que je fasse le travail.
on rentre dans une institution qui est complexe. Je veux dire, moi, j'ai pas fait d'études politiques pour connaître le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on se dit, waouh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre au début. Et au final, on a des collaborateurs qui nous aident, qui font, voilà. Enfin, moi, j'ai toujours dit, un député sans son équipe, au final, c'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien toujours rendre hommage aux collaborateurs et aux collaboratrices qui m'ont accompagné pendant ces 2 années. Et puis aussi, on a un personnel de l'Assemblée nationale, des administrateurs qui sont hyper bienveillants et qui vous accompagnent aussi pour que tout se passe pour le mieux lors du mandat. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que le jour de la rentrée, il y avait des personnels de l'Assemblée qui connaissaient déjà mon nom et qui me disaient bonjour monsieur. Wow. Ouais, et apparemment ils ont un combinoscope avec toutes les visages des députés qu'ils apprennent pour reconnaître tout de suite les députés. Et je me suis dit non mais moi je viens d'arriver et vous connaissez déjà mon nom. J'étais hyper étonné. Ouais, j'imagine ça doit faire bizarre en fait. Tu changes tout d'un coup. Tu passes de déjà ton travail, tu te fais élire, tu es tout de suite projeté à l'Assemblée nationale et ça doit être assez violent quand même, je pense, comme changement de vie. Hein. Et puis surtout à l'Assemblée nationale, je veux pas dire, mais waouh, faut s'accrocher. Hein. Ouais, moi je suis élu, moi je me suis engagé en politique en 2017 parce que j'ai toujours suivi la politique. Et en 2017, Jean-Luc Mélenchon était venu faire un discours à Champagné dans Haute-Saône, c'est à une quart d'heure de Belfort, à la maison de l'esclavage et de la négritude. Et je le suivais à travers les réseaux sociaux. Et puis avec un collègue, on y était allé, on s'était dit, bah tiens, on va aller voir, par curiosité. Et en fait, le discours, comme à son habitude, Jean-Luc, avec ses discours exceptionnels, ça m'avait vraiment donné envie de m'engager, de franchir le pas du militantisme. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à militer. Et après, j'ai participé en tant que militant à toutes les élections de la France insoumise pour coller des affiches, distribuer des tracts, aller en porte-à-porte. Ouais. Et en 2020, on avait fait une liste municipale, une liste citoyenne soutenue par les Verts et la France insoumise, et on était arrivé second. Ah, waouh! Ouais, c'était pas mal, malgré le faible taux de participation. Ouais. Et du coup, on a eu 4 élus et je fais partie de ces 4 élus, donc je siège au conseil municipal de Belfort. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale à Paris. Ah bah ça. Alors juste en parallèle, il y a quelques questions qui sont sorties. Peut-être je vais te les lire. Il y a une question de Fido Dido qui voulait savoir si tu pouvais nous parler de Belfort qui est en faillite, enfin qu'il y avait des soucis. Après, il expliquait un petit peu plus loin. Belfort, pas de bol, le candidat était Rennes. Donc en fait, pour expliquer que ça s'est un petit peu dégradé. Après, tu avais une question par rapport... Ah, voilà. Une question de la part de Lord Evil Woods qui demande « Monsieur Florian, avez-vous encore des contacts avec Madame Nadia El Hadjaji, conseillère municipale et communautaire de Mulhouse ?» Alors non, je n'ai pas de contact avec cette dame. Je ne crois pas la connaître. Mulhouse, c'est le département voisin. C'est à 20 minutes d'autoroute. Et je ne pense pas connaître cette dame. Désolé. D'accord. Et ensuite, la dernière question qui passait, c'était de Muriel. Est-ce que tous les collaborateurs de nos députés FI sont insoumis? C'est vrai que c'est une bonne question. La colle. La colle. Je pense qu'ils partagent nos idées dans la majorité. Mais après, collaborateurs, ça reste aussi un travail. Donc, c'est vrai que je pense que les collaborateurs, quand ils postulent auprès des députés ou des groupes politiques, ils vont plutôt vers des groupes qui sont proches de leurs idées. Alors, en fonction des disponibilités, peut-être que certains insoumis iront chez le PC ou chez les Verts parce qu'il y a une offre d'emploi à ce moment-là, puis que sinon les cabinets sont complets. Mais je pense et puis, il y a des bases communes, donc voilà. Je ne vois pas un militant du Rassemblement national aller travailler pour un député LFI. Je ne pense pas. En tout cas,
T'as un merci de Laure Desvilles pour la réponse à sa question. Super. Pour... En fait, ouais, ouais. vas-y. Non, et pour Belfort, effectivement, Belfort, c'est une ville très industrielle, située dans le Nord-Franche-Comté, à côté de Montbéliard. Montbéliard, où vous avez l'usine Peugeot Sochaux, enfin maintenant Stellantis. Tout à fait. Ouais. Et nous, à Belfort, on a toujours l'usine Alstom, mais qui a été découpée en plusieurs entités, dont General Electric, qui a une partie vient maintenant d'être achetée par EDF avec un nouveau nom, Arabelle Solutions. Donc à Belfort, on construit toujours les rames TGV. Ouais. Ah. Ouais. Okay. Et on construit aussi la fameuse turbine Arabelle qui équipe toutes nos centrales nucléaires et qui équipe, je crois, les 2/3 des centrales nucléaires dans le monde. Donc c'est une turbine très performante, donc une ville très industrielle. Ouais. Et donc située à côté de Montbéliard, qui est aussi très industrielle, avec les usines de Peugeot. Et on a bien vu de toute façon au fil des ans les emplois industriels s'amenuire au fur et à mesure. Hein. Je veux dire, on a fait une réunion publique il n'y a pas longtemps à ce sujet avec Marina Mesure et les militants de Montbéliard. Quand ça? C'était il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Tu penses que c'est retrouvable sur Internet ou pas si on veut le mettre en description en dessous? C'était pas filmé, c'était une réunion okay. À Montbéliard et il y avait aussi Sandrine Véziès de Besançon qui était venue. Oui. Et c'est quand même parlant parce que les usines Peugeot Sochaux, dans les années 70, c'était 42 000 ouvriers. Ouais. Maintenant, on est à 5 600 ouvriers. Ah, waouh. Il y a 5 ans, ils étaient un peu plus de 9 000, quasiment 10 000. Donc, ne serait-ce qu'en 5 ans, ils ont quasiment perdu la moitié de l'effectif. Ouais. Donc, ce qui fait que, effectivement, nous, on a des gros problèmes d'emploi. Gros problèmes d'emploi. On a une précarisation de la population. Sur Belfort même, sur la ville de Belfort, on a 29% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, quasiment un habitant sur 3. Oh, wow. Et on a un ménage sur 2, c'est une personne seule ou une mère de famille isolée avec des enfants. Donc, on a un gros problème au niveau de l'emploi sur Belfort, ça se ressent. Et on connaît aussi depuis une dizaine d'années une chute de la population sur le territoire de Belfort, et notamment, principalement sur la ville de Belfort, qui a quasiment perdu 10% de sa population en 10 ans. On était à 50 000 habitants et là, on est à 45 000 et quelques. Ça, c'est lié aussi forcément à l'emploi, hein, quand il n'y a pas de travail. Et puis le seuil de pauvreté, je pense que si c'est globalement pauvre, les gens y fuient. Ouais, c'est ça. Donc, alors c'est pas en soi la ville, c'est une belle ville. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. Ça reste le lion de Belfort. Le lion de Belfort, le fameux lion de Belfort de Bartholdi. C'est vraiment une très belle ville, mais c'est vrai que l'emploi industriel déclinant, la population, les jeunes, et aussi on n'est pas une ville universitaire. Donc ce qui fait que la jeunesse part faire ses études à Besançon, Strasbourg, Dijon, Paris, et s'il n'y a pas d'emploi pour faire revenir la jeunesse, ils restent où ils ont fait leurs études pour trouver du travail finalement. Tout à fait, c'est plus simple. Ouais. Donc, alors, en fait, c'est très bien parce que grâce à la question de Fido Tito, en fait, on peut passer à la deuxième partie, parler un petit peu du travail durant ta mandature. Ouais. Que tu nous racontes un petit peu ce que tu as pu faire pendant ces 2 années. Alors, moi, j'étais commissaire aux finances, comme Charlotte Leduc. Ah, d'accord, donc tu étais avec Charlotte. Tout à fait, mais la commission des finances a payé un cher tribut lors de la dernière législative. Ouais. On est plusieurs à ne pas avoir été réélus. Ouais. Sébastien Rome, Charlotte, moi, Michel Salah aussi. Ah oui. On a été plusieurs, voilà. On a à ne pas avoir été réélus. Et donc, j'étais commissaire aux finances et j'étais rapporteur spécial sur la sécurité civile. Et donc, j'ai vraiment apprécié de pouvoir travailler sur ce rapport.
c'était vraiment quelque chose d'intéressant, un monde, donc le monde notamment des sapeurs-pompiers, des associations agréées de sécurité civile. C'était un monde que je connaissais pas du tout auparavant. Ouais. Et donc, je me suis formé, j'ai appris et on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et parce qu'à la base, la commission des finances, pour tout avouer, c'était pas forcément mon premier choix. Ah ouais, c'était quoi ton premier choix? Alors, de mémoire, je crois que c'était affaires sociales. Affaires sociales, ouais, ouais. Et j'avais mis la commission des finances dans mes derniers choix, mais il faut bien qu'il y en a qui y aillent. Et surtout que les députés de la précédente mandature qui siégeaient déjà dans des commissions, généralement, ils repartent dans la même pour pouvoir continuer le travail déjà engagé. Ouais. Mais au final, c'était intéressant parce que la commission des finances, c'est une commission qui est très transversale parce que vu que dès qu'un texte parle de finances, on a notre avis à donner et donc on est amené à avoir beaucoup de textes, à mener beaucoup d'auditions. Et ce fut pendant 2 ans une commission, voilà. Puis en plus, c'est toujours d'ailleurs Éric Coquerel qui préside la commission des finances. C'est ça. Donc, à l'époque, c'était la seule commission présidée par un député LFI. Et donc, c'était aussi un honneur de pouvoir siéger dans cette commission. Et j'étais aux côtés de Manuel Bompard et David Guiraud, Alma Dufour. Donc, c'était vraiment une commission où il y avait une bonne ambiance, malgré que ce soit une commission très studieuse par rapport aux autres. L'ambiance est studieuse. Et, et donc, j'ai bossé sur la sécurité civile. Et notamment pour donner plus de moyens aux sapeurs-pompiers et aux associations agréées de sécurité civile, parce que on sortait à l'époque où j'étais élu, on sortait des gros incendies de l'année 2022. Ouais. Ah oui, tout à fait, ouais. Et du coup, on était passé à la limite de la rupture capacitaire. Et donc, on souhaitait donner plus de moyens. Bon, alors, c'est compliqué, parce que quand vous êtes en minorité, je sais pas, là, tu viens de dire que vous étiez quand même pas mal dans la commission des finances, en fait. Oui, Sébastien, Charlotte, on était Manuel. pas mal, mais je veux dire, par rapport au reste des députés, on était en minorité. Il y a combien dans une commission, à peu près? Écoute, je crois, il y a 8 commissions, donc tu divises 577 grosso modo par 8, et puis ça te donne le nombre de députés par commission. Ouais, donc ça fait un paquet, ouais, quand même. Ouais, ça fait un paquet. Ouais. Ça fait un paquet. Et donc, on a mené ce travail. J'ai aussi fait une proposition de résolution qui, c'était en début d'année 2024, qui demandait notamment la reconnaissance des maladies liées au métier, des maladies professionnelles liées à l'activité de sapeur-pompier, élargir la liste des maladies professionnelles. C'était la création d'un dossier unique médical pour chaque sapeur-pompier qui puisse être suivi depuis sa prise de fonction jusqu'à sa retraite et même au-delà de sa retraite, parce que c'est vrai que le problème des pompiers, c'est qu'ils respirent énormément de produits toxiques, fumée, de gaz, de produits toxiques. Et les cancers se déclarent pas forcément quand ils sont en activité. Et donc, ça peut pas être reconnu comme maladie professionnelle. Et il n'y a qu'un type de cancer qui est reconnu à l'heure actuelle pour les pompiers, alors que dans d'autres pays, ça va jusqu'à une douzaine, quinzaine de cancers qui sont reconnus. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et donc, on a essayé de mener ce travail, mais ça a été très, très compliqué face à des macronistes qui ne voulaient rien entendre. Ah ça c'est clair que c'était pas facile. J'avoue que quand il y avait eu 17 députés, je regardais ce qu'ils faisaient et je me disais, ça doit être vachement stressant d'être député en voyant ce que les 17 avaient subi, en fait. Je savais pas qu'on allait passer à 75 et finalement 75 c'était déjà pas mal, mais on n'a encore pas réussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça donnait pas envie, en fait, quand on voyait tout ce qu'ils subissaient. Enfin, à 17, ils ont fait un sacré cirque.
Ils ont Ouais. réussi à faire pas mal de choses, donc on était quand même vachement fiers. Mais enfin, pour se lancer en tant que candidat en voyant ce qu'ils ont subi, il faut s'accrocher quand même. Oui, c'est pas évident. Alors moi, j'étais quand même rempli d'espoir hein, parce que le soir de la victoire de la NUPES, je me suis dit, waouh, on a, alors je sais plus combien on avait de députés à l'époque, tout groupe confondu, je crois qu'on était Tout groupe. 119. Ouais, Ah non, je me rappelle plus. avec la NUPES, je sais plus combien on était. Ouais. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, les macronistes, ils ont plus de majorité absolue, ils sont en majorité relative. Ils vont être obligés de composer un peu avec les oppositions et puis de Ouais. prendre un petit peu en compte nos propositions et nos idées. Et au final, non, ils n'ont fait qu'à leur tête. Et puis, on a eu droit à toute la série aussi de 49.3. Donc, C'est ça, les 23 49-3, et puis ouais. exactement. Donc, du coup, c'était un peu, c'est- par moment, c'était un peu frustrant. Ouais, j'imagine. J'imagine parce qu'en fait, tout le travail que tu as fait, tout le temps que tu as perdu, tous les débats que tu as eu, toute l'énergie que tu as dépensée, à la fin, ça se finit en 49-3. Ouais, ça peut que être frustrant. Des fois, on se dit à quoi ça sert, quoi. Des fois, Ouais, 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 j'imagine. par moment, je me suis dit, je serais peut-être plus utile à retourner dans ma circo, aller militer, essayer de convaincre des gens de voter pour la France Insoumise la prochaine fois afin d'obtenir une majorité, que d'essayer de se battre contre des moulins à vent à l'Assemblée nationale, quoi. Donc, Alors, j'avoue qu'il y a un côté positif là-dedans, c'est que déjà, ça nous a permis de voir que nos députés ils se battent comme des fous. Et en oui. fait, avant, les gens s'intéressaient pas autant à la politique. Maintenant, ils regardent beaucoup ce qui se passe et tous les faits et gestes sont regardés. Et du coup, en fait, de voir que vous êtes battu comme ça jusqu'au bout, malgré les 49-3, en fait, ça permet de se rendre compte, en fait, de l'équipe qu'on a et de donner de l'espoir en la politique aussi. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que nous, on a été, enfin, les Insoumis à l'Assemblée nationale et le groupe, je crois, est l'un des groupes les plus mobilisés, enfin, du moins pendant ma législature, c'est ce que j'ai pu constater. Et puis, je pense que ça l'est toujours à l'heure actuelle. Et c'est vrai que on y passe énormément de temps et on arrache des fois des petites victoires. Et c'est vraiment un peu par moments symbolique. Mais elles sont bonnes à prendre parce que avec tous les coups qu'on prend, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à travers les médias, on se dit bon bah voilà, c'est toujours ça de gagner et puis ça fait une victoire. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que les gens suivent de plus en plus la politique, Ouais. mais il y a encore trop de choses qu'on n'arrive pas à faire sortir et notamment, je trouve, les positions de vote des uns et des autres sur certains sujets. C'est pas assez repris à mon goût dans la presse parce que Ah bah dans la presse, évidemment, c'est à nous de le faire. c'est à nous de le faire, mais après c'est vrai qu'on n'a pas le même impact que la presse, mais parce qu'on voit, enfin, on voit le double discours de certains en fait qui de droite ou d'extrême droite, qui dans leur circonscription disent ce que les gens veulent entendre au final, et puis votent tout le contraire une fois qu'ils sont à l'Assemblée. Mais vu que ça ne ressort pas dans la presse, c'est compliqué. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on a aussi nos propres médias pour parler de tout ça. Tout à fait. En parallèle, alors j'ai une question de Chiradénine et j'ai aussi un commentaire de sa part qui dit c'est vrai, ah ça monte, c'est vrai, marquer une opposition à l'Assemblée, c'est vu par de nombreuses personnes et puis faire preuve de présence à l'Assemblée, c'est important. Et ça aussi c'est vrai parce que c'est souvent un argument qui est utilisé pour dire ah personne n'est à l'Assemblée alors qu'en fait il y a des commissions, Ouais, il y a pas mal de choses à faire et donc c'est normal qu'on n'y soit pas tout le temps, mais c'est vrai que ça c'est belle aussi. assiduité. Ouais, mais c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose de compliqué à expliquer aux gens. Et moi le premier avant d'être élu, c'est que les gens, quand vous êtes élu, ils vous disent grosso modo, bon, bah, maintenant, il va falloir faire le boulot. Il va falloir, Ouais. on vous a élu, c'est pour que vous fassiez le boulot à l'Assemblée et tout. Alors, dans ce cas-là, pas de souci, mais si je m'investis à 200% dans le travail de l'Assemblée, je suis à Paris du lundi au vendredi. Parce que ça Et donc siège t'es pas en quasiment. circo. Donc, je suis pas en circo. Et à côté de ça, les gens vous disent, mais on vous a pas vu à la fête de quartier ou à la fête de village. On vous voit jamais en circonscription. Alors, faut Ouais. réussir à jongler entre les deux. Ouais. Et les gens se basent aussi beaucoup sur ce qu'ils voient à la télé via LCP, enfin via les images de l'Assemblée nationale, en disant ah mais mon député il est pas dans l'hémicycle. Oui, mais c'est ce que tu disais. Il y a des commissions qui siègent aussi en même temps.
Donc, on peut très bien être à l'Assemblée, mais dans une commission en train de travailler et pas dans l'hémicycle, où on peut aussi être dans son bureau à travailler parce que tous les textes, enfin, je veux dire, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, il y a les discours, les prises de parole avant la présentation du texte, il y a les explications de vote. Enfin, je veux dire, des fois, on n'est pas obligé de rester sur son siège dans l'hémicycle. On peut très bien aller dans son bureau pour travailler au lieu d'écouter le discours de l'extrême droite, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire comprendre aux gens. Mais bon, après, voilà, c'est bien que, de toute façon, c'est bien que les gens s'y intéressent parce qu'ils s'en rendront compte aussi. Et voilà. Après, petite parenthèse par rapport à ça, et ensuite je vais lire les 2 questions de Sheradine. C'est important aussi, du coup, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux de nos députés, de nos personnalités, en fait, on les suit beaucoup. Et en fait, quand on peut voir que vous êtes en circo ou à l'Assemblée, en fait, ça permet de savoir. Et ça, c'est pas mal parce qu'avec la France Insoumise, on est plutôt gâtés parce qu'on trouve l'information facilement. Vas-y, tu voulais dire? Non, je voulais dire, ouais, c'est important sur les réseaux sociaux. Maintenant, je veux dire, c'est primordial hein, pour tout le monde, que ce soit dans le monde associatif, quand on est une association, de montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou dans le monde politique. Ça devient indispensable. Mais c'est vrai que on peut pas tout mettre non plus sur les réseaux sociaux. Les algorithmes, ça devient compliqué. Il y a certains réseaux sociaux où maintenant, c'est vérolé par l'extrême droite, donc je trouve que c'est même plus intéressant d'y être. Donc oui, les réseaux sociaux, ça permet de suivre le travail qui est fait par le député. Et moi, en plus, je faisais régulièrement des bulletins d'information que je faisais distribuer dans toute la circonscription pour tenir au courant les électeurs qui avaient voté pour moi et ceux aussi qui n'avaient pas voté pour moi, pour leur montrer le travail que je faisais et leur montrer que j'étais aussi présent lors des diverses manifestations en circonscription. Donc j'ai essayé vraiment d'être transparent sur le travail que j'ai pu faire pendant ces 2 années et d'en informer au maximum les habitants de la circonscription. Tout à fait. Alors, j'avais 2 questions de Sheradine que j'avais dit. En fait, il y a la première, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur vos suppléants? Et la deuxième, c'est la question que j'ai fait apparaître en bas, c'est que pense-t-il des prises de position actuelles des socialistes, voire des Verts et PC, lui qui a dû laisser sa place? Alors, la première, c'était, est-ce que tu peux t'appuyer sur les suppléants? C'est vrai que c'est une bonne question, ça, parce qu'en fait, tu as des conseillers parlementaires. Mais le suppléant, en fait, une fois que tu es élu. Le suppléant n'a aucun rôle légal, si je puis dire. Il n'existe pas, en fait. Il est juste là pour les élections, malheureusement. Mais moi, j'avais une suppléante et qui a été ensuite ma collaboratrice parlementaire que j'ai pris dans mon cabinet en circonscription. Et j'ai essayé, voilà, dans la mesure du possible, de lui donner de la visibilité parce qu'elle était aussi candidate. Et donc, sur des manifestations, comme par exemple des cérémonies de vœux de fin d'année, parce qu'on est en plein dedans là, ou alors sur des rendez-vous avec des institutionnels, des choses comme ça, de l'envoyer à ma place, qu'elle puisse me représenter et qu'elle puisse aussi apparaître, entre guillemets, assumer un rôle. Et elle le faisait donc à double titre, elle le faisait en tant que suppléante et aussi en tant que collaboratrice parlementaire. Donc, mais sinon, non, le suppléant, il n'y a pas de cadre légal pour le suppléant. Il y a d'ailleurs des maires qui ont refusé qu'elle prenne la parole lors des vœux dans les communes, qu'elle s'exprime en son nom et au nom du député. Elle a eu des réflexions de maires disant vous n'existez pas légalement, donc vous n'aurez pas la parole. Incroyable. Oui. Incroyable. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur vos suppléants, discuter la présence nécessaire entre assemblée et circo? Donc ça, je pense que c'est bon. C'était bon. Et du coup, on peut revenir, en fait, pour terminer, parce qu'on était aussi en train de parler en parallèle de ce que tu avais fait au niveau de l'Assemblée nationale. Et tu parlais des différentes étapes. Tu avais parlé de la reconnaissance des maladies pour les pompiers. Oui.
Et après, je sais plus où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'on avait raté une étape ou est-ce qu'il restait quelque chose? On avait parlé des maladies professionnelles, de ton travail en commission des finances. Oui. Tout à fait. Donc c'était moi, c'était vraiment voilà mon cœur de cible du travail. Je me suis spécialisé sur entre guillemets, si je puis dire, sur ce sujet-là. Je me suis rendu aussi en déplacement au Congrès national des sapeurs-pompiers. J'ai auditionné dans le cadre de ce rapport spécial la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai auditionné les responsables des associations agréées de sécurité civile telles que la Croix-Rouge, par exemple, D'accord. ou la Ouais. protection civile. Et ces auditions permettent de voir, de connaître les difficultés qu'elles rencontrent et ce dont elles auraient besoin pour assumer leur mission du mieux qu'elles peuvent. Et donc, ce fut un travail voilà, très, très enrichissant et intéressant. Et j'ai encore d'ailleurs des rapports avec localement avec les personnes, les représentants de la protection civile, de la Croix-Rouge sur le département. Donc, ça a Ouais. permis de tisser des liens et de découvrir ce monde que je connaissais pas du tout. D'accord, mais du coup, est-ce que ça a changé quelque chose en fait quand tu as fait ta deuxième campagne? Parce que du coup, la première campagne que tu as faite, t'as jamais été élu. Ouais. Donc t'étais pas, enfin si, à la mairie. Mais du coup, globalement, t'étais pas très connu. Et en fait, après avoir été député et que tu as fait ta deuxième campagne, tu as eu beaucoup plus de militants qui t'ont rejoint ou comment ça s'est passé en fait? Alors, la deuxième campagne, déjà, au premier tour, j'ai fait de mémoire 2000 voix de plus Ouais, qu'en que 2022. dernièrement. Voilà. D'accord. Donc, déjà, je me suis dit, bon, bah, c'est une reconnaissance, entre guillemets, du travail que j'ai effectué pendant 2 ans, parce que il y a eu plus d'électeurs qui ont voté cette fois-ci. Ouais. Et Et aussi, juste pour savoir, il y a combien de personnes sur ta circo pour savoir un petit peu ce que ça représente? euh, j'ai plus les chiffres en T'as plus les tête. Il y a 45 000 inscrits, je crois, à peu près. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et du coup, oui, aussi, on a eu énormément de militants qui sont venus, des gens. Enfin, il faut remettre dans le contexte. Hein, il y avait ces élections européennes qui venaient de se passer, l'extrême droite à 38%, je crois, un risque qui puisse Waouh. gouverner le pays. Et donc, il y a une grosse mobilisation des militants, mais aussi des personnes qui n'étaient pas forcément militantes à la France insoumise, mais qui voulaient qu'on gagne face au Rassemblement national. Et donc, ils sont venus donner un coup de main. On a eu aussi des personnes des convois de la victoire qui sont venus. Donc, on a eu des gens de Belgique, de Suisse, notamment, d'Allemagne, des Français qui sont venus donner un coup de main. Donc, on a vraiment eu voilà, une grosse campagne qui, en plus, c'était, enfin, moi, j'avais très peur de ça parce que 3 semaines de campagne, c'est très, très court. C'est pas possible. Ouais, Voilà, donc c'est super court. En plus, moi, je sais que je suis dans une circonscription. Enfin, on est dans l'Est de la France. En 2022, j'étais le seul député NUPES de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ouais. c'est malheureusement une région de France où le RN fait des gros scores. Et donc, j'avais vraiment peur qu'ils l'emportent. Malheureusement, ils l'ont emporté. Mais on a eu vraiment voilà, une vague de militants qui sont venus de partout et qui sont venus donner un coup de main. Et ça a vraiment, d'ailleurs, je tiens tous à les remercier s'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Et ça a vraiment fait chaud au cœur de pouvoir qu'on pouvait compter sur ces gens-là pour mener campagne. Et oui, je pense que le mandat que j'ai mené, je pense avoir fait assez bien le travail, puisque j'ai même reçu des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disaient, écoutez, je suis pas sur votre circo, je vote pas pour votre parti, passez. Donc, ça veut dire que j'imagine que j'avais fait le travail correctement. Ouais. D'accord. En fait, il y avait une question de Chéradéline, mais je sais pas si tu peux répondre.
Et après, je voulais te poser aussi une question pour la situation actuelle, en fait. Et la question, c'était quand on parle de troubles musculo-squelettiques, donc je pense que Shira Denine revient sur le fait que tu aies parlé Ouais. de la santé au travail. Est-ce qu'on est dans le vrai? Pourquoi parle-t-on de pathologie d'usure du travail? Pourquoi on ne change pas de langage? Donc, je suis pas sûre Enfin, je pense que ce type de question, ce serait peut-être plutôt pour Anthony Smith, mais je... Ouais, oui, oui. Donc, Shira Denine, Désolé, je ne pourrais pas répondre à cette ouais, question. garde bien ta question en chaud et n'hésite pas à la poser dès qu'on sera avec Anthony Smith, parce que c'est notre syndicaliste spécialiste et eurodéputé qu'on reçoit régulièrement sur la chaîne. Et en parallèle, donc du coup, en fait, tu as perdu face au RN, t'as dit. Ouais. Et t'as dit, je sais pas si tu l'as dit, on en a parlé auparavant, donc je sais pas si ça a été évoqué. Mais en fait, dernièrement, ils avaient posé une candidate qui avait été plutôt discutable. Et donc, du coup, quand ça a été contre toi, ils ont déposé un candidat qui était beaucoup plus connu au Ouais, niveau du tout à fait. RN, qui est passé. Et est-ce que tu Alors, veux en parler un petit peu et nous expliquer comment ça se passe sur ta circo depuis qu'il a été élu? eh bien, écoute, donc comme je le disais, en 2022, ils ont mis une candidate qui n'était pas très très bonne, on va dire, donc qui avait buzzé sur les réseaux sociaux suite au discours sur France 3 Régional et qui n'avait su répondre à aucune question. Et je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs, hein, et ils ont parachuté un ex-chroniqueur de CNews sur la circonscription. Donc quelqu'un qui D'accord. est totalement étranger au département et à la région, mais qui était chevènementiste. Vu qu'on est dans la ville de Chevènement, ils ont dû Ah penser que ouais, ça avait un rapport. Donc c'est apparemment ok. quelqu'un qui s'était présenté en 2002 pour le parti de Jean-Pierre Chevènement ou un parti soutien, je ne sais pas, enfin bref. Et du coup, donc il a été parachuté sur la circonscription. Et pareil, lors du débat France 3 qui nous opposait avec les différents candidats, ça avait fait le buzz aussi parce que je lui avais demandé de citer 10 communes de la circonscription dans laquelle il se présentait. Il était incapable de les citer. Mais ça n'a pas empêché qu'au premier tour, il ait 3000 voix d'avance. Et donc, c'était un raz-de-marée. Hein. C'était le raz-de-marée qu'on a connu aux européennes. Hein. C'était la même chose. Mais on a réussi à réduire l'écart au second tour à 337 voix. Il nous Ah, manquait. waouh! Donc, on a gagné, je crois, environ 4000 ou 5000 voix entre les deux tours. Parce que Waouh, c'est énorme. c'est énorme, ouais. Ouais, oui, c'est énorme. Mais malheureusement, il a manqué 337 pour que ça repasse. Ouais. Et donc voilà. Donc, au niveau de la circonscription, ben, ce que je peux dire, c'est que habitant Belfort, j'allais travailler à Paris. Et lui, habitant Paris, il vient travailler à Belfort le week-end, en fait. Donc, on fait le chemin inverse. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît pas les problématiques d'emploi, de transport, enfin tout ce que peut connaître notre territoire, qui essaye apparemment d'être présent dans la circonscription le week-end, mais d'après ce que j'entends dire, on ne le voit pas beaucoup. Mais bon, bah voilà, c'est député RN, quoi. Hein, je veux dire, les gens votent pour une étiquette, ils votent pas pour un candidat, et puis C'est c'est un ça. peu ça. Donc c'est un peu malheureux parce que pour défendre les intérêts de sa circonscription, les habitants de sa circonscription, c'est quand même bien de la connaître un minimum, on va dire. Surtout une circonscription rurale comme la nôtre. C'est clair. En fait, t'es élu par le peuple de ta circonscription. Donc, l'objectif, c'est que tu répondes quand même à leurs problématiques parce que tu dois les représenter. Bah, c'est ça. Donc, enfin, je me demande si après ça, les gens de ta circonscription vont être globalement déçus ou vont se rendre compte que mais en même temps, il y a les médias qui ont fait de la publicité. En fait, ils ont fait campagne pour eux. Hein. Donc, toi, tu passes Moi, derrière. Tu possèdes pas un média ouais, moi j'ai été choqué. aussi fort J'ai, que Bolloré. moi je vais te dire, je vais être franc, j'ai été choqué. La campagne de 2024 n'a rien à voir avec la campagne de 2022. On voit qu'il D'accord? y a eu un gros travail qui a été fait de la part des médias pour Ouais. diffuser tout ce discours
xénophobe, raciste, islamophobe dans la tête des gens, ce discours insécuritaire plus généralement, qui a vraiment commencé à infuser dans la tête des gens. Et moi, je l'ai vu parce que en fait, le territoire de Belfort, c'est un petit département et il y a la ville-centre, Belfort, 45 000 habitants maintenant. Et autour, vous avez un premier cercle urbain avec des petites villes de 2, 3, 4 000 habitants. Et après, c'est des villages. Et en fait, le département est coupé en deux de façon horizontale. Vous avez la circonscription nord, c'est la deuxième, et la circonscription sud, c'est la première. Et en fait, quand vous allez dans les petits villages et que vous commencez un peu à discuter avec les gens, ils vous parlent de l'insécurité. C'est un sujet qui revient beaucoup dans leur bouche. Et quand on leur demande comment vous la vivez, l'insécurité, vous, au quotidien, de votre village, comment vous la vivez, l'insécurité? Ah ben moi, ça va. Mais à la télé, oui, ça va pas. Et au final, c'est là où on se rend compte que c'est la télé qui diffuse ça dans la tête des gens. Ils n'ont pas d'immigration, ils n'ont pas de problème d'insécurité dans leur village, mais en fait, ils ont un confort de vie qu'ils veulent préserver, et ce qu'ils voient dans les médias, ça leur fait peur. Et ils se disent, je vais voter extrême droite. Ce qui se passe dans les grandes villes, je veux pas que ça arrive chez moi. Et en fait, tous ces chaînes d'infos en continu qui nous rabâchent tous les faits divers continuellement tous les jours, et ben, ça crée un sentiment d'insécurité dans la tête des gens. Et ça se traduit comme ça dans les urnes. C'est ça. Et il y a John Wayne qui dit le Grand Est est full droitard de surcroît. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde, on a perdu Caroline Fiat, on a perdu Charlotte Leduc, Martine Etienne, qu'on va recevoir la semaine prochaine. Et par exemple, dans ma ville, moi, le RN était passé, dans ma ville, dans ma circo d'origine en France, il est passé au premier tour. Oui. Enfin, c'est un choc. Tu te dis, mais moi, dans ma région, on est des petites villes. Enfin, il y a pas, on est des Français. Il n'y a pas de gens qui ont un petit peu des origines. En fait, on est entre nous depuis longtemps, en fait. Mais tu vois, dans le département à côté, en Haute-Saône, il y a 2 circonscriptions. C'est 2 députés RN. Et pourtant, c'est la ruralité. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de submersion immigrationniste, comme il pourrait dire. Il n'y a pas de délinquance. C'est ça. Personne ne vient dans notre région. Enfin, ça bouge pas. C'est les mêmes de génération en génération. Il n'y a pas de. Voilà. Et en c'est fait, pas attractif. En fait, ces villages-là viennent, je parle pour Belfort, de ce que je connais, mais ces habitants des villages viennent travailler en ville. Ils y passent leur journée, ils vont manger et après ils rentrent chez eux. Et dans tous ces villages, il n'y a plus de lieux de sociabilisation, il n'y a plus de café, il n'y a pas forcément d'association, il n'y a pas de théâtre, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lieu où se rencontrer. Ouais. Et du coup, leur seul lien avec l'extérieur, une fois qu'ils sont chez eux, grosso modo, alors je ne veux pas généraliser parce que c'est jamais bon, mais c'est la télévision. Et c'est les chaînes d'information en continu et qui leur bourrent le crâne de plein de choses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tu as expliqué tout à l'heure que tu avais perdu avec seulement 300 voix, enfin 337, quelque chose comme ça. Oui. Et il y a Rachel Keke, quand elle est passée hier, elle nous a expliqué qu'il y avait eu... ça rappelle un petit peu ce qui s'est aussi passé avec Farida Amrani. Que en fait, dans les bureaux de vote, il y a eu une genre de triche où les signatures n'étaient pas les mêmes et en fait, il fallait vraiment avoir des militants dans toutes les mairies ou dans tous les bureaux de vote parce qu'en fait, on savait pas ce qui pouvait se passer. Effectivement, quand on voit que Manuel Valls, il avait eu, je sais plus, 96% dans sa mairie et que du coup, Farida n'avait pas été élue à cause de ça. Et Rachel qui explique par derrière qu'elle aussi, elle a eu des problèmes avec des triches. Est-ce que tu penses que aussi de ton côté, ça aurait pu être le cas? Ou est-ce que tu avais des militants partout pour voir ce qui se passait? Alors, sur Belfort, j'avais des militants dans tous les bureaux de vote, des assesseurs dans chaque bureau de vote. Dans les petites communes, à savoir que moi j'ai 42 communes sur ma circo, j'ai pas pu mettre des militants dans toutes les communes, mais on a regardé les listes d'émargement au lendemain du second tour. D'accord, ouais. Voir s'il y avait eu,
fraude ou je Oui, ne que les sais pas. Voir, signatures qui voilà, voir s'il y allaient avait bien, voilà, fraude. besoin de faire un recours ou pas, quoi. Ouais. Vu que le nombre de voix était très faible. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des signatures qui étaient complètement différentes entre le premier tour et le second tour, alors qu'il n'y avait pas de procuration. Et Ah, ah. il y en a un paquet. Mais il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir faire un recours dans mon cas. Mais Ah, d'accord. on se Ok. demande effectivement si, enfin, comment ça se fait, quoi. Comment ça se fait que la signature soit tellement différente. Alors, je sais pas. Je sais pas, mais Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui interpelle. c'est vrai que moi, ce qui m'avait surpris, c'est quand on avait vu Farida Amrani. Enfin, à partir du moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, enfin, qui cloche. Parce que ils avaient porté plainte, ils avaient suffisamment de pièces pour expliquer qu'il y avait eu effectivement, comme tu dis, de la fraude, genre des personnes qui étaient décédées, qui avaient quand même voté. Et en fait, malgré ça, ça avait été, ben non, il y avait pas assez il y avait pas assez de preuves, donc non, ça passe. Et en fait, ça pose quand même des questions. Tu dis, mais un résultat comme 96% dans une mairie, enfin, tu dois quand même réfléchir. En fait, c'est Après, quoi, en fait, c'est quoi la limite? Combien de preuves il faut avoir pour en fait, ça dépend surtout de l'écart qu'il y a dans les résultats. S'il y a un écart de 2000 voix, à moins qu'il y ait une fraude massive et puis enfin, des choses qui vraiment, vraiment litigieux, ils annulent pas une élection comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un Ah, faible d'accord. écart. Et plus l'écart est faible, plus on a des possibilités, des chances de faire annuler une élection. En l'occurrence, déjà 337 voix pour, alors je ne sais plus quel organisme s'occupe de ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc voilà, nous, on voulait pas, on a regardé, mais on voulait pas forcément faire annuler l'élection parce qu'on se doutait de toute façon qu'à la vue des résultats, on allait Ça certainement suffirait pas. devoir revoter dans quelques temps. Donc on s'est dit, si on fait annuler l'élection, Ah, ouais, si on fait ouais. annuler l'élection, il y en a peut-être pour 3 ou 6 mois avant qu'ils donnent, qui disent ben, l'élection est annulée. Et après, je crois qu'il faut, dans les 3 mois, il faut faire l'élection. Donc allez, on disait, ça faisait dans un laps de temps de 6 à 9 mois. Et on s'est dit, ça se trouve, dans un an, on va être amené à revoter parce qu'il y aura une dissolution. C'est Ça ça. vaut peut-être pas forcément le coup. Muriel, elle demande, c'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe des recours. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que là, ça passe, hein, je sais pas s'il nous reste 6 mois. Je ne sais pas, on 6 verra en mois. fonction. Moi, ce que j'espère, c'est soit une destitution de Macron, soit une démission de Macron. Et à partir de juillet, comme ça, on passe aux élections présidentielles. Et ce qui permet aux Français de redonner leur avis et puis d'enlever l'élément de blocage du pays, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, en parallèle, on avait fait une petite vidéo montage sur les vœux d'Emmanuel Macron. Donc, on avait utilisé l'IA pour faire sa voix. Si ça vous intéresse, c'est dans la playlist à la une. Et c'est assez drôle. C'est une petite parodie de ses vœux. Alors, il y a Shira Denin qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec toi parce que porter plainte, ça fait déjà parler et ça montre qui ils sont, donc qui nous sommes, je Ouais, pense. mais c'est pas une plainte, hein, c'est un recours qu'on fait auprès du Conseil constitutionnel. Il faut que le recours soit Ouais. validé. S'il n'est pas validé, après, je veux dire, les opposants politiques peuvent dire, bah regardez, ils ont la défaite mauvaise, ils veulent pas accepter le résultat des élections, et tatati, et tatata. Donc c'est Ouais, aussi, voilà, d'un point de vue politique, il faut vraiment être sûr de son coup et qu'il y ait vraiment une fraude avérée, quoi. Et ouais, en plus, si on a un recours et qu'on gagne le recours et que l'élection est annulée, il faut bien se dire aussi que la participation lors des élections comme ça anticipées, enfin on l'a vu là dernièrement en Isère, c'était 35% de participation, je crois, il me semble, où il y a Aliès Loufoque qui se présente.
Ah, waouh, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc, Ouais, les législatives comme ça, partielles, anticipées, généralement, la participation s'effondre. Donc, et nous, on sait ouais. que pour gagner, il nous faut de la participation. Il nous faut mobiliser les quartiers populaires, les militants, tout ça. Donc, voilà. Une faible participation, c'est pas avantageux pour nous. Enfin, dans mon D'accord. coin, dans ma circonscription, en tout cas. Après, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Ouais. En parlant de participation. Bonsoir Dominique, ça fait plaisir de te revoir. En parlant de participation, on va peut-être venir sur ton actualité, parler un petit peu de qu'est-ce qui vient dans ton programme, parce que je crois avoir entendu que le 25 janvier, tu as un meeting Le à 22. Besançon. Le 22. Le 22 janvier. C'est Ouais. mercredi 22 janvier à Besançon en compagnie de Séverine Véziès qui est la candidate, qui était la candidate aux dernières législatives et de Manuel Bompard. Donc on fait ça, alors je n'ai plus le nom de la salle en tête, mais vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux de toute façon, de Séverine, de Manu ou de moi. Moi, je ne l'ai pas encore affiché parce que j'attendais de passer l'émission de ce soir pour afficher le meeting. Donc voilà, et puis après, il y a toujours le travail de terrain sur la circonscription. On prépare aussi les élections municipales. Ouais. Et on Ah, avait quelqu'un aussi. m'avait posé la question tout à l'heure, si est-ce que tu te présentais pour les municipales. Donc, j'ai lu la question, mais j'y repense. Alors, la France Insoumise sera présente aux élections municipales de Belfort, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, si je serai candidat, je ne sais pas encore, parce que de toute façon, on a tout un processus aussi en interne à respecter pour la désignation des candidats et monter des listes. Donc pour le moment, c'est pas encore validé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera présent. Nous, on a plutôt de bonnes relations sur Belfort avec les autres partis politiques, que ce soit Europe Écologie, enfin les écologistes ou le parti communiste. Donc on Et le espère. PS, ça se passe comment? Parce que du coup, c'est une question de Muriel qui demandait comment ça se passait. Le PS, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que euh, le PS aux dernières élections municipales, c'était allié avec les macronistes. Oh, Donc très PS. voilà. Ok. Et donc, mais ils ont présenté. Alors parce que au 2022, on avait deux candidats LFI sur les deux circonscriptions du territoire de Belfort. Ah, d'accord. Ouais. Et en 2024, l'autre circonscription, la première, a été donnée au Parti socialiste, Ah, qui a présenté une candidate PS. Et bon, elle n'a pas réussi à se qualifier au second tour. Donc voilà, on est en discussion, on verra bien ce que ça va donner. Et aussi, on essaye de racheter mon ancienne permanence parlementaire. La France Insoumise a lancé une campagne de dons pour l'achat des locaux, car comme vous le savez, il y a une campagne nationale d'achat de locaux qui est en train de se faire dans les circonscriptions où il n'y a pas de députés ou plus de députés. Et donc, Belfort était en priorité en haut de la liste. tout à fait. Mais le Ouais. maire de Belfort vient de nous préempter le local. Donc, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas l'acheter. Donc, on n'est pas très content. Et on a fait justement une conférence de presse ce matin à ce sujet-là qui devrait paraître dans les journaux demain, les journaux locaux demain. Voilà. Et est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est dit ou faut vraiment attendre les journaux de demain? Non, mais après, bon, j'avais le local que je louais pour ma permanence. Ouais. Il a été situé dans une avenue, donc sur la circonscription, dans une avenue très passante de Belfort. Et en fait, c'est une avenue qui connaît ces dernières années une paupérisation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et du coup, le maire, alors on n'est pas forcément contre sa politique de préempter des locaux qui sont vides ou insalubres. Donc le maire préempte des locaux commerciaux qui sont généralement vides ou insalubres pour les rénover et pouvoir les remettre à des commerçants en fait qui souhaitent se lancer. Et il préempte aussi des locaux qui sont déjà occupés par des commerçants. Et il a décidé de préempter notre local qui n'était ni insalubre ni inoccupé. Et il justifie ça donc dans sa politique de réaménagement et de développement du commerce. Mais nous, on voit ça un petit peu comme une
une petite censure politique parce que on sait très bien que dans 15 mois, il y a les municipales. La France insoumise est arrivée en tête à Belfort aux élections présidentielles de 2017, de 2022. Jean-Luc est arrivé en tête à Belfort. Aux élections législatives de 2022-2024, la NUPES et le Nouveau Front Populaire sont arrivés en tête aux élections législatives sur Belfort, malgré que j'ai perdu en 2024. On était quand même en tête sur Belfort. Donc, il y a un réel enjeu au niveau des municipales de pouvoir prendre cette ville. Et je pense que le maire en est bien conscient et il essaye de nous mettre quelques petits bâtons dans les roues. Et on va essayer de faire monter un peu le sujet pour essayer de le faire revenir sur sa décision. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ben oui. Pour répondre vite fait à Muriel, en fait, apparemment, au mois de mars, on fera des assemblées pour discuter des candidats. Et en fait, en fonction des circos, ce sera au cas par cas. Il y a des circos qui s'entendent bien avec les différents partis. Et donc, voilà, ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est pas encore très clair, même pour nous, je dois avouer. En tout cas, tous ceux qui nous écoutent ce soir, qui nous regardent, n'hésitez pas à vous lancer en politique et à rejoindre les insoumis, à militer et à vous mettre sur des listes aux élections municipales. C'est important. C'est important que les insoumis soient présents dans un maximum de conseils municipaux pour porter nos idées. Donc, je profite de ce petit temps d'échange pour vous le dire. Et il y a combien de personnes sur ta liste? Enfin, sur la liste de ta circo? Belfort, sur la ville de Belfort, c'est 45, Wow. 45 noms. C'est difficile à trouver ou globalement ça a été? Pour le moment, on n'a pas encore fait de liste parce qu'on ne sait pas exactement quel va être le périmètre de la liste avec les différents partis. Nous, on a des militants, bien sûr, qui seront sur la liste. Ce qu'on espère aussi, c'est d'ouvrir à la société civile le plus possible, au monde associatif, pour avoir des gens qui sont impliqués localement. On veut aussi que cette liste, elle représente la population belfortaine. Donc, sociologiquement, on aimerait bien qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait des gens issus des quartiers populaires pour que les élus soient à l'image de leur population. Et c'est le travail qu'on est en train de mener. Donc, c'est pas évident parce que les gens… alors déjà, pour militer, c'est vrai que c'est compliqué de franchir le pas. Alors, pour se mettre sur une liste aux élections municipales, beaucoup disent « Oh là, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Après, au niveau de mon travail, de ma famille, comment ça va être perçu, tout ça. » Mais bon, moi, j'invite tout le monde à essayer de se lancer parce que moi, on m'avait dit un jour, et je trouve que c'est très vrai, si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Totalement. Parce que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et donc, c'est pour ça que j'invite tout le monde à investir les listes et les conseils municipaux. Très bien. Pour nous, pour les étrangers, pour ceux que ça intéresse, c'est les consulaires. Donc, pareil, s'il y en a qui nous regardent de l'étranger, donc on a 11 circonscriptions des Français de l'étranger, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre aussi parce que pour les élections consulaires, c'est l'équivalent des municipales en France. On a aussi besoin de candidats et de gens très motivés, donc il ne faut pas hésiter à venir pour pouvoir faire de la politique avec nous. Tout à fait. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure que j'ai ratée parce que depuis le chat, il y a pas mal de choses qui tournent, mais en fait, c'était une question, je crois, de Jaune Citron, le roi Citron, qui demandait si tu penses que l'article 16 va être demandé par Emmanuel Macron. Enfin, voilà. Je ne suis pas à la place d'Emmanuel Macron, mais quand on voit le personnage, on peut se poser la question sur le fait qu'il l'utilise. Moi, je pense qu'il serait capable de le faire. Mais après, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. De toute façon, la prochaine étape, déjà, c'est de censurer le gouvernement Bayrou. J'ai vu apparemment que le RN n'allait pas voter jeudi la motion de censure, parce qu'ils sont toujours dans l'optique de laisser une chance au gouvernement. Enfin, j'aime bien, moi, leur histoire de ligne rouge. Il ne faut pas que le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou dépassent les lignes rouges, comme si Macron n'avait pas dépassé toutes les lignes rouges depuis 7 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent encore de Macron et de sa politique. Et donc, on verra si le RN vote la motion de censure ou pas.
Moi, j'espère que on fera dégager Bayrou et qu'on puisse mettre enfin en place un gouvernement de gauche, parce que nous sommes arrivés en tête aux dernières élections législatives. Tout à fait, aux dernières nouvelles. Voilà. Nous sommes majoritaires parce que la majorité, c'est pas forcément la majorité absolue, c'est le plus gros groupe, c'est le nôtre. Et donc, qu'on ait un gouvernement de gauche qui puisse voilà, faire une politique de gauche, une vraie politique de gauche, et qu'on puisse améliorer le quotidien des gens. Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi, l'objectif le plus important. Et ça passe donc par la censure de Bayrou. Et s'il faudra en censurer 3 ou 4, ben, je pense que les députés de la France Insoumise et du NFP les censureront jusqu'à ce que Macron accepte le résultat des urnes. Ouais. Mais en fait, je pense que le RN, pour l'instant, il ne veut pas que Macron censurer le gouvernement, parce que je pense qu'avec les histoires en justice que Marine Le Pen doit avoir et tout ça, en fait, je pense qu'ils essayent de gagner du temps. Ouais, je sais pas. Ça peut-être parce qu'en fait ils sont pas prêts à gouverner, parce qu'ils ont peut-être pas les ressources pour gouverner aussi. Oui, oui. Et voilà, ça peut être aussi une des raisons, hein, parce que ça a toujours été un parti qui était dans l'opposition et qui ne, enfin voilà, qui se dit dans l'opposition. Oui, qui se dit dans l'opposition. Mais au final, c'est une situation qui les arrangeait très bien, parce que le jour où il n'y a plus le macronisme, comme ça a déjà été dit par le passé, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. L'un sans l'autre, ils ne peuvent pas exister. Hein. Donc ouais, on verra ce qui va se passer. Mais effectivement, peut-être que Macron mettra l'article 16. Mais là, je pense que, à mon avis, ça va être très très mal perçu dans l'opinion publique s'il le fait. Ah bah ça, il les aligne. Donc entre l'arrogance et enfin tout ce qui sort en ce moment, c'est juste scandaleux. Tout ce qui fait continuer à maintenir un gouvernement de droite avec le NFP qui est en tête. Enfin, je pense que là, Bah en fait, il dégoûte les gens de la politique. C'est ça. Moi, le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me disent dans la circo, ouais, mais en fait, ça sert à quoi d'aller voter? Puisque de toute façon, on s'est mobilisé pour les européennes, on s'est mobilisé pour les législatives, et au final, ils respectent même pas le résultat des urnes. Mais je dis, oui, mais justement, c'est ce qu'ils veulent vous dégoûter de la politique, c'est pour que vous n'alliez plus voter, parce que les gens qui ont des intérêts à défendre, eux, continueront d'aller voter. Donc, il ne faut pas se laisser abattre, il faut continuer à aller voter, il faut convaincre autour de vous, parce qu'on n'était pas encore assez nombreux la dernière fois, il faut que la prochaine fois, on soit encore plus nombreux, comme ça, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas gagné. Non, on aura une majorité absolue et on sera dans l'obligation de gouverner. Ouais. Et comme disait Zemmour, il faut dépolitiser le peuple. Donc, comme tu viens de dire, en fait, il faut justement ne pas être dégoûté, continuer d'aller voter, ne rien lâcher. Et puis militer aussi. Ouais, militer. En fonction du temps, bien sûr, qu'on a, en fonction de son travail, de ses contraintes familiales, mais il faut consacrer un peu de temps pour militer. Et vous verrez, en plus, ceux qui n'ont jamais franchi le pas, c'est super sympa, on passe des bons moments et on rigole bien. Mais on avait été à l'Assemblée représentative c'était au mois de décembre, le 14 décembre, c'est ça. Et en fait, on a appris qu'on avait gagné 70 000 militants depuis la dernière fois, et 50 000 depuis les dernières élections européennes et législatives. Donc en fait, c'est énorme, c'est énorme. Et on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui nous rejoignent. Donc faut pas hésiter, en fait, même si on n'a pas beaucoup, si on a, je sais pas, une demi-heure par semaine, des fois ça peut suffire. Exactement. Pour faire une relecture d'un communiqué ou je ne sais quoi. Ouais, une relecture d'un communiqué, ou même si on veut prendre son paquet de tracts et faire les boîtes aux lettres de son immeuble, ou faire les boîtes aux lettres de sa rue, ou de son quartier. Ou juste parler politique. Ouais, voilà, juste parler politique autour de soi. Ou juste parler politique. Il y a différentes manières de s'impliquer dans le militantisme. Ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être… Moi, je sais que quand j'ai commencé par militer, j'allais distribuer des tracts dans mon quartier. Après, une fois que j'ai fait mon quartier, je me disais, bon, bah, je vais aller faire le quartier d'à côté. Ouais. Et puis après, j'ai rencontré des militants, on a allé coller. Je ne savais pas coller une affiche. Et puis, j'ai appris à coller des affiches. Et puis après, on a commencé à faire du porte-à-porte. Et puis voilà. Puis en fait,
on fait son petit chemin, puis à la fin, on sait tout faire, et puis on rencontre plein de gens, et puis c'est super intéressant. C'est vrai. Alors, je te repose juste cette question de Dominique qui demandait qui est le maire qui veut pas que vous achetiez les locaux. Alors, le maire est un maire républicain, et il s'appelle Monsieur Damien Meslot, qui est ancien député. Pareil, lui, il était député sur la première circonscription pendant 15 ans, jusqu'en 2017. Ouais. Et alors, la ville de Belfort avait toujours été à gauche jusqu'en 2014, où il a gagné la mairie de Belfort en 2014. En 2017, il a lâché son mandat de député parce qu'il pouvait plus avoir de cumul. Et donc, il est maire et président de l'agglomération du Grand Belfort. D'accord. Bon ben ça répond à Dominique. Merci pour ces infos. Ouais. Je savais pas que ça avait été à gauche avant. Si, bah, c'était la ville de Jean-Pierre Chevènement. Ah oui. Ouais. Oui. C'est ça. Alors, y a-t-il un fort lobby juif hostile à LFI à Belfort? Je pense qu'il veut parler du... Ouais. Est-ce que vous avez des problèmes avec peut-être le juif, le CRIF à Belfort ou Non, moi, lors de mon mandat, j'avais rencontré les représentants de toutes les communautés cultuelles. Ça s'est toujours très bien passé. Voilà, je m'étais présenté, il s'était présenté, et on a toujours eu des relations cordiales. Après, malheureusement, après ce qui s'était passé en Israël, et puis après la réponse israélienne sur Gaza, effectivement, on n'était pas d'accord sur ce qui était en train de se passer, mais ça n'a pas empêché de garder des relations cordiales et de pouvoir discuter de ces différents sujets malgré nos avis divergents. Voilà. Ouais. Puis après, comme dit, c'est pas parce que Monsieur Netanyahou est juif que tous les juifs pensent de la même manière. C'est comme si on disait que tous les Français étaient comme Macron. C'est pas possible. Enfin. Attends. Du coup, je regarde. On restera tous derrière Florian. Commentaire de Jadouille. Oui, je vois c'est qui, c'est un militant. T'as du soutien. C'est Johan. Salut Johan. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Séverine Vessiès, donc c'est juste pour dire ceux qui sont intéressés par Séverine Vessiès et qui ne la connaissent pas. Donc, elle s'occupe du journal de l'Insoumission. Tout à fait. Et si vous voulez, il y a une petite émission parce qu'elle a été non seulement candidate aux dernières législatives, mais aussi candidate aux européennes. Donc, elle faisait partie des 20 premiers candidats de la liste et du coup, elle était venue sur la chaîne. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir l'émission avec... Et n'hésitez pas à vous abonner au journal de l'Insoumission aussi. Ouais, c'est vrai. En passant aussi. Du coup, je pense qu'on arrive vers la fin de l'émission. Je voulais savoir, est-ce que tu as un... Alors, non, pour l'instant, les questions... Non, c'est bon, on a répondu à tout. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Ou sinon, je te laisse le mot de la fin, Florian. Ben, alors, sur quoi on pourrait conclure à part dire avec toutes ces belles paroles. Ben voilà, à part dire que j'ai passé un très bon moment, que c'était c'était intéressant de pouvoir échanger sur différents sujets. J'espère que j'ai pu répondre aux questions et faire un petit panorama de mon mandat et de ce qui se passe en circonscription. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut garder confiance en nous, il faut qu'on garde la pêche, comme on dit, il faut qu'on continue à militer, à convaincre autour de nous, parce que à la fin, de toute façon, ça sera eux, les fascistes, contre nous, et c'est nous qui l'emporterons. Voilà. Très bien. Alors, je suis désolée, il y a une petite question de Dominique qui m'a posé la question plusieurs fois. C'est proportionnel. Ça lui plairait à Florian et quelle forme? Proportionnel, alors, je me suis jamais trop posé la question. J'y ai réfléchi un petit peu dernièrement, vu c'est ce qui était un petit peu dans l'actualité. La proportionnelle, pourquoi pas? Parce que ça permet une meilleure représentativité au niveau des expressions politiques par rapport au choix des électeurs. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu,
c'est que ça dépend sous quelle forme on l'a fait, mais ça peut être complètement après une déconnexion avec les territoires. Donc, ça veut dire que ça peut être une liste au niveau national. Et Ah oui. donc après, il n'y a plus forcément de lien avec les territoires et les circonscriptions. Après, ça peut être une proportionnelle partielle, c'est-à-dire dans les circonscriptions où il y a beaucoup d'habitants, enfin dans les départements où il y a beaucoup de circonscriptions, beaucoup d'habitants, à faire une proportionnelle à ce niveau-là et rester sur le mode de scrutin traditionnel sur les petites circonscriptions. Je sais pas, c'est à voir, faut en discuter. Souvent la forme. Ouais, ça va dépendre de la forme vraiment. Donc, à voir. À voir. Alors, mon pauvre Florian, les gens ne veulent pas te laisser partir. Tu as encore deux questions. Là, il y a Shira Dening qui demande est-ce qu'il y avait des problématiques frontalières sur le travail, le logement ou autre? Parce que c'est vrai qu'on peut se demander, vu que c'est une circo un peu particulière qui est à côté de la Suisse. Alors, nous, le travail frontalier, on a énormément de terrifortins qui travaillent en Suisse, dans le Jura suisse notamment. Et donc, c'est bien pour eux économiquement parce que les salaires sont pas les mêmes qu'en France. Donc, ça leur permet d'avoir un niveau de vie un peu plus élevé. Malheureusement, c'est aussi des problématiques parce que on a du savoir-faire et des compétences qui vont travailler en Suisse alors qu'elles pourraient travailler en France. Des ouvriers qualifiés, des techniciens, des ingénieurs qui vont passer la frontière pour travailler. Et ça crée des problématiques dans certains milieux, dans certains emplois. Ouais. Et je pense aussi à l'hôpital où on a une école d'infirmières, donc à Montbéliard, qui est à 10 km de Belfort. Et alors pas toutes, mais il arrive souvent que des infirmières qui sortent de l'école aillent travailler en Suisse. Oui. Au lieu d'aller travailler dans notre hôpital Nord-Franche-Comté et qui rencontrent de graves difficultés parce que justement, il manque de personnel, il manque de médecins, il manque d'aides-soignantes, il manque d'infirmières, il manque de beaucoup de monde. Et donc, c'est vrai que la Suisse, c'est avantageux pour ceux qui y travaillent. Alors, c'est pas tout rose, hein, la Suisse, parce que c'était 42 heures par semaine. Je crois que c'est 42 heures par semaine. Vous êtes sur un siège éjectable. Du jour au lendemain, on peut vous dire, voilà, c'est terminé, tu rentres chez toi. Tu as des trajets qui sont assez longs. Alors, bon, c'est vrai que moi, les trajets longs, ça me parle, mais c'est vrai que quand on est parisien ou en banlieue parisienne, les trajets longs, les gens ont l'habitude de faire ça. Nous, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir 1 heure dans les transports en commun ou sur la route. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai. Donc après, ça n'a pas que des avantages, mais voilà, aussi pour les chefs d'entreprise français, ça pose des problématiques parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Alors, en parlant des infirmières, vite fait, je peux parler des aides-soignantes et des EHPAD en Suisse, qu'on appelle les EMS. Pour ceux que ça intéresse, il y a Nicolas Ponvignon qui a créé un manifeste des soins. Donc, c'est un chercheur à l'université de Lugano. Et il y a une vidéo aussi sur la chaîne où la France Insoumise a aussi participé. Et en fait, on va faire un atelier des lois à partir de ce manifeste pour répondre aux problématiques des personnes qui travaillent dans ces EHPAD, dans ces EMS. Et donc, ce serait normalement courant mars. Donc, j'informe comme ça. S'il y a des aides-soignants qui nous écoutent et qui travaillent en EMS ou voilà, j'informe. Et pour finir, il y avait une toute dernière question et après j'arrête. C'était, est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs frontaliers à Belfort, globalement, et quel type de vote ça donne en majorité? Donc, en fait, on voit que le RN est passé, mais jusque maintenant, c'était plutôt à gauche. Ouais, mais enfin, je veux dire, on peut pas essentialiser, pardon, les travailleurs suisses. C'est différent, en fait. Ça dépend de la situation familiale, ça dépend de plein de choses. Ouais, Où c'est vous vrai. habitez, si vous habitez en campagne, si vous habitez en ville de Belfort. Voilà, moi j'ai un ami qui travaille en Suisse, qui gagne très très bien sa vie et ça l'empêche pas de voter pour la France Insoumise parce qu'il estime que il doit payer sa juste part d'impôt parce que il a profité de l'éducation nationale, il profite des soins gratuits et tout ça et il est content de payer beaucoup d'impôts. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de tout à chacun.
Ouais. Alors, je partage le commentaire de Muriel qui dit une fois la FI au pouvoir, tout le monde reviendra travailler sur le territoire car les salaires seront meilleurs. Tout à fait. Et puis, je partage aussi le commentaire que tu viens d'avoir parce qu'effectivement, moi aussi, je travaille, enfin, je vis et je travaille en Suisse. Et j'ai une bonne situation et je vote France Insoumise et j'ai été même candidate France Voilà, Insoumise. Donc, voilà. L'un n'empêche pas l'autre, les idées exactement. sont partagées. Et voilà. Donc, super. Ben, je pense que là, on va pouvoir clôturer le live. Oui. Donc, Bon, merci Florian. ben, merci à Eléphie Monde pour l'invitation. Merci à toi, Magali, Avec pour cette interview. Merci à tous ceux qui ont suivi ou ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Et j'ai passé un super moment. Et ben voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on en refasse, avec grand plaisir. D'ailleurs, il faudra que tu me donnes tes réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as un Linktree. Si, j'ai un Linktree. Très bien. Eh ben, je veux ton Linktree parce que je vais le mettre sous la description. Comme ça, tous les gens qui voudront te suivre, ils pourront aller voir tous les réseaux sur lesquels tu es et Eh te ben, très suivre. bien, je vais t'envoyer ça. Tout de suite maintenant Super. ou après? Après, je peux Non, t'envoyer. après. Je Ok. pense, en fait, là, je te demanderai de rester quelques secondes après le Ouais, live, qu'on puisse échanger et puis après, on clôture. pas de problème. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour toutes vos questions qui rendent le live aussi vivant et aussi intéressant. Et encore merci à toi, Florian. C'était un vrai plaisir de te recevoir ce soir. Merci à vous, merci à toi, Magali. Bonsoir. Bonsoir à tous.